Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo du cours de dynamique des structures. On va corriger l'exercice de la semaine. Alors, on a une petite mise en scène. On s'intéresse à un tuyau qui est encastré à chacune de ses extrémités et qui fait un coude. Ce tuyau va subir une rupture un petit peu après le coude, ce qui fait qu'il se transforme en une poutre console, encastrée à une seule de ses deux extrémités. Et à l'extrémité qui est libre, il va subir, sous l'effet du gaz qui s'échappe, une force F de T qui est nulle avant la rupture et qui est constante après la rupture, et qui est perpendiculaire à la poutre console. La poutre va donc subir un choc. Alors, comment est-ce qu'on va étudier ce problème? Il faut qu'on se ramène à un modèle qu'on est capable d'étudier. Rappelez-vous, dans cette première partie du cours, on étudie des systèmes qui sont discrets, avec des degrés de liberté discrets. Donc on s'intéresse aux ressorts, aux amortisseurs, aux masses ponctuelles, et avec ça, on arrive à construire des modèles brochettes, et tout un tas de trucs qui ressemblent à des modèles brochettes, mais qui toujours se ramènent à un nombre discret de degrés de liberté. On se garde pour la suite du cours les joyeusetés telles que les poutres continues, les vibrations et les milieux continus 3D. Alors la première étape, ça va être de transformer ceci en ceci. Alors comment fait-on? Ça va contenir un petit peu d'arbitraire. On prend notre poutre, on va choisir 2 degrés de liberté, par exemple au point A au milieu de la poutre et au point B à l'extrémité de la poutre, on va associer le degré de liberté de translation verticale, UA, et un autre degré de liberté de translation verticale, UB. En ces nœuds, on va concentrer des masses. On va prendre la moitié de la masse totale de la poutre et on va la concentrer au point A. On va prendre un quart de la masse de la poutre et on va la concentrer au point B. Vous êtes en droit de vous demander ce qu'il advient du quart restant. Bon, ce quart restant, il est, entre guillemets, concentré au nœud immobile, au nœud auquel on n'a pas associé de degré de liberté, donc on ne le représente pas. Il faut quelques hypothèses supplémentaires. JA égale 0 et JB égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne va pas s'intéresser aux rotations des masses, donc elles ont des inerties de rotation nulles. MA et MB sont ponctuelles. Et puis on va supposer que la poutre, c'est une poutre de Navier de Bernoulli. C'est les poutres qu'on a l'habitude de calculer. Il nous faut un repère, 0 au point d'encastrement, positif dirigé vers la droite. Rien de particulier. On s'intéresse maintenant au chargement. Le chargement F de T, il vaut 0 jusqu'au moment de la rupture, T0, et il est constant égal à F0 qu'on connaît après la rupture. Maintenant qu'on a tout, on peut commencer le problème. Question 1, on vous demande de déterminer les matrices de flexibilité et de rigidité. Alors, la question posée comme ça pourra vous surprendre, parce que habituellement, on vous demande directement de déterminer la matrice de rigidité sans plus d'indications. Ici, avec les méthodes qu'on utilise habituellement, vous allez voir que déterminer la matrice de rigidité, ça peut poser problème. C'est pour ça qu'on vous donne une aide, on va passer par la matrice de flexibilité, ou la matrice de souplesse. C'est la matrice qui permet de calculer les déplacements à partir des efforts. Si mes déplacements c'est UA, UB, que je note en vecteur, et que mes efforts sont FA, FB, que je note aussi en vecteur, eh bien je peux calculer les premiers à partir des seconds en multipliant par S. Ma matrice S, elle a 4 termes, S11 à S22. Et si je m'intéresse à S11, je me rends compte que je peux le calculer en appliquant un effort FA à mon point A. Mon système se déforme. Et si je suis capable de mesurer le déplacement du point A, à ce moment-là, je vais remonter à S11 parce que par définition, UA sera ici égal à S11 fois FA. Si je suis capable de déterminer le déplacement du point B, de la même façon, UB ici sera égal à S21 fois FA, et donc je vais avoir déterminé S21. Pour les termes de la deuxième colonne, je vais faire quelque chose qui ressemble beaucoup. Je vais appliquer une force FB en B. Le déplacement de la masse B sera UB est égal à S22 fois FB. J'aurai déterminé S22. Le dernier terme, S12, est-ce que c'est vraiment intéressant de le calculer une deuxième fois? Non, parce que S12, évidemment, il est égal à S21. Cette matrice de flexibilité, elle est symétrique. Bon, on a beaucoup tourné en rond, et maintenant, il va falloir faire le calcul.
Je prends ma poutre, j'applique une force FA au point A et je me demande quel est le déplacement du point A. Pour faire ce calcul, je vais appliquer le théorème de Castigliano, que vous devriez connaître. Hein, vous avez un peu tendance à mélanger le théorème de Castigliano, Müller-Breslau, Menabrea et Pasternak. Je vous encourage à revoir votre cours de Mécastru à ce sujet. Le théorème de Castigliano, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que si j'applique une force FA au point A, eh bien je suis capable de déterminer le déplacement UA au même point et dans la même direction en calculant la dérivée de l'énergie élastique emprisonnée dans le système par rapport à la force FA. Alors pour calculer cette énergie élastique, j'ai besoin de connaître le diagramme de moment. Ce diagramme de moment, quel est-il? Eh bien, au point A, il vaut forcément 0, puisque sur toute la partie droite, j'ai appliqué aucun effort. Et en 0, eh bien, il vaut L fois FA, qui est la force fois le bras de levier. Entre les deux, je n'ai appliqué aucun effort, et donc j'ai ce schéma classique en triangle. M1 de x, donc sur la partie gauche, FA facteur de L-x, sur la partie droite, 0. Une fois que j'ai mon diagramme de moment, je suis tout à fait capable de calculer l'énergie élastique emprisonnée dans la poutre. En effet, pour cette poutre de Navier-Bernoulli, on va négliger l'énergie des forts tranchants, et donc on va écrire que l'énergie élastique, c'est simplement un demi de l'intégrale de m1 au carré sur i dx, c'est le seul terme qui rentre en jeu. J'ai juste à remplacer m par son expression, et avec un petit changement de variable, je trouve directement cette énergie élastique. Je la dérive par rapport à la force FA, et je trouve le déplacement UA en fonction de FA. Une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé, puisque je cherchais S11, qui est le rapport entre UA et FA, et UA divisé par FA va ici me donner L au cube sur 3EI. Maintenant, je pourrais avoir envie de faire exactement la même chose, mais pour déterminer S22. Je vais faire la même chose en appliquant non pas une force FA en A, mais une force FB en B. Les choses vont être très similaires. Effectivement, mon diagramme de moment va ressembler toujours à un triangle, sauf que le moment à l'encastrement ne sera pas L fois FA, mais 2L fois FA. M2 de X, je remplace L par 2L, et j'ai une expression qui marche. Je recommence tous les calculs. L'énergie élastique, je l'obtiens en remplaçant L par 2L. Le déplacement en B, il est multiplié par 8, puisque L est élevé au cube. Et donc S22 est 8 fois plus grand que S11. S22 est égal à 8L3 sur 3EI. Il me reste maintenant à déterminer le terme extra-diagonal S12. Pour ce faire, le théorème de Castigliano devient insuffisant et je vais devoir utiliser un autre théorème que vous connaissez aussi, qui est le théorème de Müller-Breslau. Cette fois, le théorème de Müller-Breslau, il me permet de déterminer le déplacement en un point lorsque j'ai appliqué un effort en un autre point. On vous dit que UA, c'est l'intégrale de M1 bar M2 sur EI dx. Alors, il faut expliquer ce que c'est que M1 bar et M2. M1 bar, c'est le diagramme de moment dans ma structure lorsque j'applique un effort unitaire au point où je cherche le déplacement. Et M2, c'est le diagramme de moment dans ma structure telle qu'elle est déformée et telle qu'elle subit les efforts que j'ai envie de lui appliquer. Je prends ma poutre et j'applique donc cette fois un effort unitaire au point A, parce que je veux connaître les déplacements au point A. Le diagramme de moment est analogue à celui de tout à l'heure, sauf que on n'a pas FA, à la place on a 1, donc le moment d'encastrement vaut L, c'est pas homogène, mais c'est normal. Mon moment M1 de X vaut la même chose que tout à l'heure, mais encore une fois, il faut le diviser par FA. Et on obtient M1 bar. En B, cette fois, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. J'applique une force FB à l'extrémité. Mon moment d'encastrement, c'est 2L fois FA. Et mon moment M2 de X, c'est FB facteur de 2L moins X. J'ai donc tout ce qu'il me faut pour déterminer le déplacement en A sous l'effet de FB en B. Mon déplacement en A, si j'applique Müller-Breslau, c'est M1 bar M2 sur I dx. Je remplace chacun des termes par ce qu'ils valent, qui est écrit à gauche. Et donc je trouve mon déplacement UA, 5/6 de FBL3 sur I. Par définition, ce déplacement UA, c'est S12 fois FB. Et donc, j'ai pu déterminer S12 est égal à 5/6 de L3 sur I. On a donc entièrement déterminé la matrice S.
Donc S est égal à L3 sur 6EI, facteur d'une matrice qui vaut 2, 5, 5, 8. Et on se rappelle que le but, c'était d'obtenir la matrice de rigidité. Alors la matrice de rigidité, rappelez-vous que par définition, c'est la matrice qui permet de calculer les efforts à partir des déplacements. Si vous comparez la définition de S à gauche et la définition de K à droite, vous vous rendez compte qu'elles sont inverses l'une de l'autre. On a déterminé S, on va trouver K immédiatement en inversant cette matrice de 2. On peut encadrer ce résultat, on a terminé. Alors, on vous avait donné comme indication de passer par la matrice de souplesse. Alors pourquoi? Je vais essayer de vous montrer que essayer de déterminer la matrice de rigidité directement, c'était pas facile. Reprenons notre poutre, comme d'habitude, et essayons de déterminer K11 et K21 par la méthode directe. Alors comment on fait? Usuellement, on force les degrés de liberté à valoir quelque chose de particulier. UA égale 1, par exemple, et UB égale 0, par exemple. Dans ce cas-là, je sais que FA est égal à K11 et FB sera égal à K12. Alors qu'est-ce que je fais? C'est une expérience de pensée. J'attrape la masse MB, je la bloque pour que UB vale 0, et je prends la masse MA et je la pousse jusqu'à ce que UA soit exactement égal à 1. Dans ce cas-là, il faut que je me demande quels sont les efforts que je dois appliquer à la structure pour que je puisse la maintenir dans cette position. Ben, si je veux résoudre ce problème, je vais en fait m'intéresser à une poutre encastrée à gauche et rotulée à droite. Et comme vous le savez, cette poutre, elle est hyperstatique. Alors, par expérience, je sais que le moment va ressembler à peu près à ça. Mais j'en sais pas beaucoup plus, à moins de connaître par cœur le résultat. Pour déterminer exactement ce que vaut ce diagramme de moment, il faudrait que j'applique le théorème de Menabrea. Et ça, c'est faisable, mais ça peut être source d'erreur. Je voudrais quand même vous montrer rapidement comment on fait. On est sur une vidéo où on a un peu de temps. Il faut commencer par déterminer un système isostatique associé. On coupe le système. On rétablit la continuité en ajoutant au système isostatique associé des efforts unitaires qu'on multiplie par ce qu'on appelle des variables d'hyperstatisme. On détermine ces inconnus hyperstatiques grâce au théorème de Menabrea et on peut déterminer ensuite le diagramme de moment à l'intérieur de cette structure. Mais une fois qu'on a fait ça, c'est pas terminé. On sera encore obligé d'utiliser le théorème de Castigliano ou d'autres pour déterminer les déplacements. Et là, on n'a fait que la moitié du travail, parce qu'on a appliqué une force FA en A, il faudra refaire la même chose en appliquant une force FB en B, et donc s'intéresser à un autre système hyperstatique. Bref, ce sera galère, c'est faisable, mais c'est source d'erreur. Moralité, et c'est ce que je voudrais que vous reteniez, lorsque la détermination de K par la méthode directe demande d'étudier un système hyperstatique, essayez de déterminer la matrice de souplesse. Il est possible que ça vous fasse gagner du temps. Dans la deuxième question, on vous demande de déterminer les équations du mouvement. On a déjà déterminé la matrice de Raeder. Si on détermine la matrice de masse, ça va être facile. Alors on reprend notre système. On a toujours nos 2 degrés de liberté. Et chacun de ces degrés de liberté, on peut le remarquer, est associé à une masse unique. Et chaque masse est associée à un degré de liberté unique de translation. Dans ce cas-là, par expérience, on sait que M va être diagonale. Vous n'avez pas besoin de le redémontrer, on sait. Et immédiatement, M est égal à une matrice diagonale MA, MB. Si vous avez besoin d'être plus rigoureux, à ce moment-là, vous écrivez l'énergie cinétique. Énergie cinétique est égale à 1 demi de transposé de U point MU point. Et on va chercher dans le système où est-ce qu'il peut y avoir de l'énergie cinétique. Vous avez de l'énergie cinétique dans la masse A, donc un premier terme, 1 demi de MA UA point carré. Vous avez de l'énergie cinétique dans la masse B, un deuxième terme, 1 demi de MB UB point carré. En identifiant les termes, vous vous rendez compte que vous allez retrouver exactement la même chose. On a donc une matrice de Raeder, une matrice de masse, on peut trouver l'équation du mouvement. Rien de plus simple, on la connaît par cœur. MU point point plus KU est égal aux forces appliquées par l'extérieur, le vecteur FA de t, FB de t. Ici, FA de t vaudra toujours 0, et FB de t, avant la rupture, il vaut 0, après la rupture, il vaut moins F0.
on peut passer tranquillement à la question 3. On vous demande de calculer les fréquences et les modes propres du système. Alors, avant de les calculer, on va essayer de se rappeler de ce que c'est qu'un mode propre et une fréquence propre. Ça vous permettra de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait toujours le même calcul. En oscillation libre, mu plus ku est égal à 0. C'est l'équation du mouvement qu'on vient d'écrire. Rappelez-vous de ce qu'est un mode propre. Un mode propre, c'est l'association d'une déformée propre et d'une pulsation propre, telle que la déformée propre peut osciller à l'infini selon la pulsation qui lui est associée. Comment on l'écrit? Eh bien, on a des oscillations harmoniques. Le déplacement U vaut D fois cosinus oméga t. Si vous prenez cette dernière expression et que vous l'injectez dans la première, vous allez vous rendre compte que moins oméga carré md plus kd est égal à 0. Ça, si vous le factorisez, ça vous dit que la matrice k moins oméga carré m a dans son noyau le vecteur d. Et c'est cette propriété-là qu'on va utiliser pour dire que, alors, déterminant de k moins oméga carré m est égal à 0, et c'est cette dernière expression qu'on utilise pour trouver les pulsations oméga qui sont des pulsations propres. Alors il y a une autre technique, notamment si vous avez sous la main un ordinateur. Vous pouvez remarquer avec les équations qui sont écrites à gauche que m-1k facteur de d est égal à oméga carré fois d. Et donc vous reconnaissez un problème aux valeurs propres. En plus de ça, la matrice M, bien souvent, elle est très facile à inverser. Pourquoi? Parce que bien souvent, elle est diagonale ou quasi diagonale. Bon, c'est pas cette dernière méthode qu'on va utiliser, c'est la première, parce que quand on n'a que un papier et un stylo, c'est la première souvent qu'on met en œuvre. On a notre matrice K, on a notre matrice M, et on va essayer de calculer le déterminant de K moins oméga carré M. Ça donne un truc comme ça, c'est pas très joli, mais on n'a pas le choix. Ça demande un petit peu de calcul, je vous laisse le faire. À la fin, on va obtenir ce truc-là. Vous avez le droit de faire le calcul à la main. Si vous avez un ordinateur, vous avez aussi le droit de faire le calcul avec MATLAB, Maxima ou autre logiciel de calcul formel. Vous avez une équation bicarrée. On la résout comme n'importe quelle équation bicarrée. On va obtenir 4 solutions dont seulement 2 seront positives. Ici, on a oméga carré est égal à 12 septièmes de EI sur M total, L3, le tout facteur de 10 plus ou moins racine de 86. Avec le moins, vous allez obtenir la plus petite des solutions, qu'on va noter oméga 1, et avec le plus, la plus grande des solutions, qu'on va appeler oméga 2. On va faire une petite pause pour se distraire, on va faire les applications numériques. Dans votre énoncé, on vous rappelle la longueur, le rayon moyen, l'épaisseur du tube. On vous calcule l'inertie, la section intérieure, le module de Young, la masse volumique. On vous rappelle l'expression de F0 et P0. La masse totale, c'est la longueur totale fois la densité fois la section pleine. Et donc vous calculez oméga 1 et oméga 2 comme ceci. 40 radians par seconde, 207 radians par seconde. Vous divisez par 2π si vous préférez travailler en fréquence. Alors, le but du problème, c'était aussi de déterminer pas seulement les pulsations propres, mais aussi les déformées modales. On a par exemple ici oméga 1 et on voudrait calculer D1, le vecteur associé à cette pulsation propre. Bon, on va se rappeler de cette équation-là. K moins oméga 1 carré M, facteur de D1, est égal à 0. D1, c'est une déformée modale. Elle n'a pas de norme. Ou alors, si elle en a une, c'est une norme qu'on a choisie. Donc on peut choisir arbitrairement que n'importe lequel de ces composantes sera égal à 1. Et par exemple, on va choisir ici de prendre un 1 comme première composante de D1. La deuxième, ça va être une inconnue. Et on va déterminer cet inconnu-là. Je mets un petit bémol à cette méthode-là. Il existe des systèmes pour lesquels ça ne va pas marcher, notamment quand on a des degrés de liberté ou des modes complètement découplés. On verra ça un peu plus tard. L'équation K moins oméga 1 carré M facteur de D1 égale 0 s'écrit sur deux lignes. On a deux équations scalaires. La première, je vous laisse le développer, ça va donner ceci. La deuxième, ça va donner ceci. Alors, vous remarquerez qu'on a deux équations et une seule inconnue. Normalement, si vous cherchez x en utilisant la première, vous devez trouver la même chose que si vous cherchez x en utilisant la deuxième.
Je vous encourage toujours à faire les deux calculs. C'est comme ça qu'on vérifie qu'on ne s'est pas planté. Ici, vous trouverez les deux fois 6 plus racine de 86, le tout sur 5, qui fait à peu près 3,05. Il nous reste à faire la même chose avec oméga 2. On remplace les 2 par des 1, les moins par des plus. Je vous ai mis ici en rouge ce qui change, et on trouve y est égal à moins 0,655. C'est terminé, on a trouvé oméga 1 égale 40 radians par seconde associé à D1 est égal à 1, 3,05, et on a trouvé oméga 2 est égal à 207 radians par seconde associé à D2 est égal à 1, moins 0,655. Je le rappelle encore une fois, D1 et D2, leur norme n'a aucune importance. Vous pouvez avoir choisi 2, 6,1. Pour D1, ça marche aussi. Et vous pouvez choisir n'importe quel vecteur qui sera proportionnel à celui-là. Pour D2, c'est pareil. Ce qui va changer par contre dans la suite, ce sera éventuellement des masses généralisées, des raideurs généralisées ou des facteurs de participation. On verra ça dans les cours qui suivent. Mais pour l'instant, D1 et D2, c'est la norme que vous voulez. On peut maintenant s'intéresser à la question 4. On vous demande de déterminer l'évolution dans le temps de UA et UB. Alors un petit rappel sur le chargement. F de t, il vaut 0 avant la rupture et il vaut un truc qui est constant après la rupture. Si t est plus petit que t0, l'équation du mouvement c'est mu point point plus ku égale 0. Si t est plus grand que t0, l'équation du mouvement c'est mu point point plus ku est égal à 0 moins f0, la force appliquée en b. Ce qu'on veut, c'est résoudre ces équations-là. Le problème qu'on a à les écrire comme ça, c'est que à l'intérieur de U et de U point point, il y a à la fois du UA et du UB. On a donc des équations différentielles qui sont couplées. Je vous rappelle que le but de la décomposition sur la base modale, c'est de réussir à découpler des équations, obtenir des équations avec une seule inconnue au cours du temps qu'on saura résoudre. Quelques petits rappels des propriétés qu'on va utiliser. La base des modes propres, DI, comme son nom l'indique, c'est une base de l'ensemble des déplacements cinématiquement admissibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit le déplacement auquel je m'intéresse, s'il est cinématiquement admissible, il existe un unique couple Q1, Q2, tel que mon déplacement s'écrive Q1 fois D1 plus Q2 fois D2. Une autre propriété, c'est que les vecteurs propres sont orthogonaux par rapport à la matrice de masse. DI, M, DJ fait toujours 0 dès que I est différent de J. On a la même propriété avec la matrice de raideur. DI, K, DJ fait toujours 0 dès que I est différent de J. Et enfin, une dernière propriété, DKD est égal à oméga carré fois DMD. C'est une propriété qui est un peu analogue à oméga est égal à racine de K sur M, mais ici écrite avec plusieurs dimensions. Si vous utilisez ces propriétés, à partir des équations du mouvement, vous allez pouvoir obtenir des équations découplées qu'on saura résoudre. Alors comment fait-on? On repart de l'équation du mouvement, qui est celle qu'on avait écrite juste avant, et on va remplacer U par sa décomposition dans la base modale. On remplace donc U par Q1D1 plus Q2D2, et puis on va prémultiplier tout ça par D1 ou D2. Ici, je le fais avec D1. Si je prémultiplie par D1, je remarque que je fais apparaître des termes D1, M, D2. Et ça fait 0. Je fais aussi apparaître des termes D1, K, D2, ça fait 0 aussi. Il va donc me rester beaucoup moins de termes. J'enlève les Q2. Il va me rester D1, MD1, Q1 point point, plus D1, KD1, Q1 est égal à D1 fois F. Une fois que je divise tout par D1, MD1, j'ai cette forme plus compacte. Mais, encore dans cette forme-là, je vous invite à reconnaître D1 KD1 divisé par D1 MD1 qui vaut oméga 1 carré. Et là, on a la forme la plus compacte de l'équation du mouvement. On a deux équations complètement découplées, une sur Q1 et puis l'analogue évidemment sur Q2, que on sait très bien résoudre. Alors comment est-ce qu'on les résout? Rien de compliqué. Le terme de droite, c'est une constante. Vous pouvez la calculer entièrement. Et donc on a Q1 point point plus oméga 1 carré Q1 est égal à une constante. Qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là? La solution, on la connaît par cœur. Il y a deux morceaux. D'abord,
la solution de l'équation homogène, et ensuite une solution particulière. On va utiliser les conditions initiales. Nos conditions initiales dans cet exercice, elles sont plutôt simples. Tous les déplacements sont nuls et toutes les vitesses sont nulles au moment de l'impact. On choisit le moment de l'impact à t est égal à 0. On n'a pas besoin de projeter particulièrement des vitesses initiales ou des déplacements initiaux sur la base des modes propres. Tout est à 0. Donc on sait que Q1 de 0 est égal à 0. Q1 point de 0 est égal à 0. Et donc immédiatement, on a l'expression de Q1. On peut l'encadrer, on a terminé. Cette expression de Q1, je vais m'en servir pour déterminer les déplacements UA et UB au cours du temps. J'ai la même expression avec Q2 évidemment, et tout simplement UA-UB par définition, c'est pour ça qu'on a fait une décomposition sur la base des modes propres, UA-UB est égal à Q1D1 plus Q2D2. On a maintenant tout ce qu'il nous faut pour répondre à la question 5. Pour quelle valeur du déplacement la vitesse de B est-elle maximale? En ne tenant compte que du premier mode propre. L'indication est importante. Mais qu'est-ce que ça veut dire? UA, UB, c'est un vecteur que je peux mettre sous la forme Q1D1 plus Q2D2. Si jamais je considère que le deuxième mode propre ne m'intéresse pas et que je regarde que le premier, je peux simplement retirer cette expression, tous les termes relatifs à D2. J'obtiens donc UB est égal à Q1 multiplié par la deuxième composante du vecteur D1 et on obtient cette expression-là. C'est une démarche qui peut peut-être vous paraître surprenante au début, mais vous verrez dans la suite du cours que c'est quelque chose d'extrêmement usuel de ne conserver que quelques modes propres et d'enlever tous les modes qui ne nous intéressent pas trop, en général les modes de fréquence élevée. Ici, on a trouvé UB. Si je veux trouver la vitesse de UB, j'ai juste à dériver cette expression-là pour trouver UB point. Je peux donc répondre à la question posée par le calcul. Néanmoins, c'est pas très intéressant et mieux vaut regarder un peu l'évolution temporelle sous forme de courbe. Donc voici les courbes de UB et de UB point en fonction du temps. Vous remarquerez que UB point peut prendre des extrémas par valeur négative, par exemple ici, vers 0,04 secondes, ou par valeur positive, ici, vers 0,13 secondes. Dans les deux cas, le déplacement qui est associé vaut à peu près moins 0,4 mètres. Alors pourquoi? Remarquons que la vitesse UB point, elle est proportionnelle à moins sinus de oméga 1t. Si moins sinus de oméga 1t vaut moins 1 en pi sur 2 et vaut 1 en 3 pi sur 2. Lorsque oméga 1t vaut pi sur 2, le cosinus qui apparaît dans le déplacement vaut 0. Et lorsque oméga 1t vaut 3 pi sur 2, le même cosinus vaut aussi 0. Donc dans les deux cas, le déplacement UB au moment où la vitesse est maximale ou minimale, il est égal à l'expression qui est ci-dessus en enlevant le cosinus oméga 1t. Donc c'est la partie que j'entoure ici en orange. Ce truc-là, on est capable d'en faire l'application numérique puisqu'il n'y a que des termes connus et on trouve effectivement moins 0,40, ce qui nous montre que quand la vitesse est maximale ou minimale, le système se trouve tout le temps au même endroit. On vous demande ensuite de déterminer les forces statiques équivalentes qui permettent de dimensionner statiquement la tuyauterie, toujours en ne tenant compte que d'un seul mode propre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quelles sont les forces que je dois appliquer à ma structure pour obtenir des efforts internes de dimensionnement, c'est-à-dire les efforts internes maximaux qui vont apparaître au cours du temps dans mon événement réel. Les efforts élastiques, FA, FB, je les calcule comme étant égal à K fois U, et ça, si je ne retiens qu'un seul mode propre, c'est K1 fois K fois D1. Je connais l'évolution de Q1, et donc je connais l'évolution temporelle des efforts appliqués à ma structure, ou plutôt des efforts élastiques dans ma structure. Q1, il a cette expression-là, et donc la valeur maximale des efforts appliqués, ça va être celle que j'obtiens avec la plus grande valeur, positive ou négative, de Q1. Ici, on a du 1 moins cosinus oméga t. La valeur la plus grande de 1 moins cosinus oméga t, c'est 2. Max abs de Q1 est égal à 2 sur oméga 1 carré fois le truc qui est à la suite. Ça, je suis capable d'en faire l'application numérique. Je vais trouver
moins 0,262. Les efforts les plus grands qui peuvent apparaître dans ma structure, c'est donc cette valeur de Q1 multipliée par K fois D1. J'en profite ici pour vous rappeler que la norme de D1 n'a aucune importance. Si on avait choisi une norme 2 fois plus grande pour D1, par exemple 2x, eh bien c'est le 0,262 qui aurait été 2 fois plus petit. Si vous regardez l'expression de MaxApps, vous voyez que la norme de D1 apparaît une fois au numérateur et 2 fois au dénominateur, ce qui nous assure bien de diviser ce MaxApps par la valeur par laquelle on s'amuse à multiplier D1. L'un dans l'autre, FA, FB stat vaudra toujours la même chose. Bon, je fais l'application numérique et je vais trouver 97,6 kN appliqués en A et 149 kN appliqués en B, avec un signe moins, donc vers le bas. Concrètement, ça ressemble à ça. Ceci est bien beau, mais on nous demande à la question suivante de déterminer les efforts tranchants et moments fléchissants dans les différentes sections en fonction du temps. Bon, la première chose, déterminer les efforts tranchants et les moments fléchissants dans les différentes sections, c'est un problème de mécanique des structures que vous savez très bien résoudre. Je prends ma poutre, je regarde ce que donne le 149 kN, à l'extrémité il donne 0, au milieu il donne 149 x 3 égale 447 kN, et à l'extrémité il donne 149 x 6 égale 894 kN. Je rajoute à ça la contribution du 97,6. 97,6 x 3 est égal à 239 kN. La somme me donne bien le moment à l'encastrement, et j'ai ici mon diagramme de moment. Le diagramme d'effort tranchant, pas plus de difficulté, je vous laisse faire la dérivée du diagramme de moment et changer de signe, et vous avez ici la solution quasi complète. Il nous reste à préciser l'évolution dans le temps de tout ça. Les efforts, ils sont proportionnels au déplacement, et c'est vraiment facile de s'en convaincre ici, puisqu'on n'a qu'un seul mode propre. Les déplacements sont proportionnels à 1 moins cosinus oméga t, qui varie entre 0 et 2. Donc pour obtenir les efforts à un instant t, il faut prendre les efforts maximaux qu'on vient de calculer, les diviser par 2 et les multiplier par 1 moins cosinus oméga t. Je vous mets ici le tracé du multiplicateur en question. Ce multiplicateur fois les efforts maximaux répond à la question posée. Et voilà, on a terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à nous faire remonter tous vos commentaires et vos suggestions sur ces corrections. Bon courage et à la semaine prochaine.